On est avec IBI, donc Naomi et Lisa Kainde. Donc Naomi, toi tu es percussionniste et tu es productrice dans le groupe. Et toi Lisa, tu composes, tu chantes et tu chantes aussi, cela dit Naomi. Et elle est productrice aussi. C'est un mélange complet. Donc vous avez toutes les deux 23 ans, vous êtes jumelles. IBI ça veut dire jumelles en Yoruba. Vous avez sorti votre premier album IBI en 2015. Avant ça vous aviez sorti un premier EP qui s'appelait Oya. Et là votre deuxième album H est sorti en 2017 en septembre. Donc tu parlais de Richard, donc Richard Russell qui est votre producteur, qui est le patron de XL Recordings, qui a notamment produit Adele, M.I.A., Jack White. Vous êtes sur une belle écurie, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous de transmission. J'ai vraiment essayé de fouiller un peu et je me suis dit que c'était un sujet qui revenait énormément. Pour commencer, je voudrais savoir comment vous étiez quand vous étiez plus jeune. Bizarrement, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup changé. Bon, forcément, on a beaucoup plus de culture et puis de conscience de ce qui nous entoure. Parce qu'on a voyagé beaucoup plus, surtout dans les 2 dernières années, en tournant le premier album IBI. Mais sinon, notre essence n'a pas vraiment énormément changé. Mais même depuis qu'on est bébé, quoi. J'ai pas vraiment l'impression qu'on soit vraiment différente. Mais ce que tu disais sur la transmission, c'est hyper important pour nous. On a toujours dit on est la somme de ce qu'on nous a transmis. On en a vraiment l'impression que c'est vrai. Et on a une chanson dans l'album qui s'appelle Transmission. Et notamment en termes de musique, on a vraiment l'impression que notre musique, c'est le mélange de toutes les musiques qu'on aime, de toutes les musiques qu'on nous a transmises, qu'on nous a enseignées. Et ouais, c'est ça qui fait IBI. Naomi, dans une interview, tu disais que vous étiez toutes les deux très opposées, même si vous vous complétez beaucoup. Qu'est-ce qui vous oppose ? Tout. Vous êtes d'accord sur rien ? Si, on est d'accord, on a la même vision de la vie globale, mais on vit pas la vie pareil, on sort pas dans les mêmes endroits, on n'a pas le même caractère, je suis rythme, elle est mélodie, je suis éclair, elle est la mer, tout nous oppose. Mais c'est pour ça qu'on se complète aussi bien. Ouais, même dans la musique, Naomi, elle a des goûts musicaux que j'adore d'ailleurs, mais qui sont différents de ce que j'écoute tous les jours. Et je pense que c'est aussi ça qui fait IBI, c'est le fait qu'on mélange notre différence, on mélange nos deux mondes. Vous êtes d'origine vénézuélienne, cubaine, vous êtes française. J'ai cru comprendre que Cuba, c'était la famille, c'était la maison. Ça a toujours été présent chez vous depuis que vous êtes toute petite ? Toujours. On a vécu à Cuba nos premières années, nos 3 premières années, puis on est rentré pour l'école. Mais toujours, on y va 2-3 fois par an, enfin on y va quand on peut. Puis on a toujours une maison là-bas, un pied-à-terre. La famille, les cousins, les grands-parents, les potes d'enfance, les nouveaux. Donc vraiment, c'est la maison. Vous avez pris plein de choses de là-bas, notamment la culture Yoruba qui est hyper présente dans tous vos textes. Vous parlez beaucoup des dieux et déesses de cette culture, de cette religion. La spiritualité, c'est quelque chose qui vous anime ? C'est marrant parce qu'en fait, on s'en était pas vraiment rendu compte, mais... c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle. Après, on ne fait pas un album en se disant « je vais faire un album spirituel ». C'est pas du tout le cas, ça vient assez naturellement. Mais c'est vrai que cette religion, cette culture, elle fait partie intégrante de notre vie depuis qu'on est gamine. C'est dans notre ADN. C'est une partie tellement importante de nous. Et c'est ce que je disais quand on dit Naomi est fille de Chango, la foudre, et moi je suis fille de Yemaya, la mer. C'est pas pour faire joli, c'est pas parce que ça fait cool, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre construction et de notre corps, quoi. Pour revenir sur votre enfance, vous avez fait beaucoup de musique très jeune, musique classique, etc. Et après, vous avez commencé, notamment Naomi, tu as commencé à faire de la percussion. Et du coup, c'est la musique qui fait vraiment partie de vous aussi, je pense, depuis la plus tendre enfance. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes allé chercher vous-même ou est-ce que c'est vos parents qui vous l'ont inculqué ? Non, je pense que nos parents nous l'ont inculqué. Mais, je pense qu'ils voulaient qu'on fasse de la musique. Pas notre métier, mais je pense que s'ils n'avaient pas voulu qu'on en fasse, on n'aurait jamais été au conservatoire. Donc je pense que pour eux c'était important, mais c'était important dans le sens où je pense qu'ils savaient et ils étaient quand même sûrs que ça allait nous faire du bien et que c'était bien de faire autre chose. Comme c'était une manière pour eux de s'exprimer, ils avaient envie de nous passer ça, mais plus que faire de la musique, ils nous ont appris à aimer la musique et à l'écouter tous les jours et à ce qu'elle fasse partie de notre vie à chaque instant. Et on ne peut pas penser, moi ça m'arrive pas un jour sans musique, ça n'existe pas un jour
où j'écoute pas une chanson et que ça m'émeut pas, ça n'existe pas. Ils avaient vraiment raison de nous inculquer ça, la joie de la musique. Et puis après, je pense qu'ils ont un peu flippé quand on leur a dit « Ouais, on va être musiciens ». Finalement, ils ont dit « Mais c'est un gros cadeau ». Oui, parce que vous racontez dans plusieurs interviews que vous avez essayé de former un groupe une première fois ensemble et que c'est très mal passé. Et qu'ensuite, toi, Lisa, t'as commencé à écrire une chanson dans ton coin et que tu l'as présentée à Naomi qui a dit « Ah, c'est pas... » Elle dit « C'est de la merde ». C'est de la merde, d'accord, carrément. Elle était catégorique. Elle a vraiment pas aimé. Mais le premier groupe qu'on a fait, on avait 11 ans. Donc c'était juste après la mort de notre père, on devait avoir 11 ans, 12 ans. Et il y a des vidéos. Et d'ailleurs, si un jour je fais un docu sur ça, faut que j'ouvre le docu avec cette scène parce que ça donne de l'espoir à toutes les personnes qui rêvent de faire de la musique et qui pensent qu'ils jouent mal. C'est immonde, c'est inaudible. Et en plus, on s'engueule à la moitié de la vidéo, on hurle dessus. Bon bref, en effet, après cette expérience, on s'est dit jamais de la vie, on fera un groupe ensemble. Moi, à 14 ans, donc j'ai fait ma première chanson pour de vrai, où là, une chanson avec mes paroles et tout ça, et je l'ai montrée à Naomi, qui m'a dit donc c'est de la merde. Je dis bon. Et à 16 ans, quelqu'un m'a demandé si je voulais faire un EP et Naomi a dit tu fais pas l'EP sans moi et donc ça a commencé comme ça. En tout cas sur le premier album, c'est vraiment l'écriture de votre histoire familiale. Comment ça se passe de le mettre en morceaux et après de le donner au monde, ce qui est quand même pas un truc facile je pense quand c'est si intime? Alors ça a changé parce que pour le premier album, j'ai écrit sans jamais me poser la question du monde extérieur. C'était des chansons d'une ado dans sa chambre, c'était pour moi et pour me faire du bien mais j'ai jamais pensé que ça allait devenir un album. Et donc là, peut-être qu'il y avait une excitation, justement. Je me disais, ah là là, mais les gens vont l'entendre, je me demande s'ils vont aimer tout ça. Mais il n'y avait aucune pression. Parce que à cette époque-là, je me disais, mais si ça ne marche pas, je retourne à la fac, je deviens prof comme ce que j'avais prévu et il n'y a pas de problème. Pour le deuxième album, c'était différent parce que là, tu sais que tu vas sortir quelque chose que les gens vont écouter. Et aussi, tu as tourné pendant 2 ans. Enfin, nous, on a tourné pendant très longtemps. Et donc, tu sais, qu'est-ce que tu veux comme réaction du public? Ce que tu veux... tu sais ce que tu veux bouger chez les gens. Et donc là, c'est toute une autre manière d'écrire. Tu écris en entendant les gens chanter, tu écris en te demandant quelle réaction ils vont avoir. Et en même temps, je pense que d'un autre côté, quand tu produis l'album, il faut bloquer. Et il faut arrêter de penser à ce que les gens vont dire parce que sinon, tu te bloques en fait toi-même. Donc c'est trouver le bon équilibre. Justement, j'y ai pensé en écoutant notamment Deathless, où je me suis dit c'est obligé que vous avez pensé à faire chanter les gens sur ce morceau qui est vraiment un hymne où tout le monde peut se réunir, quoi. Je me demandais si vous y pensiez pendant la production, où justement, toi tu disais Naomi que vous bloquiez cette idée-là de savoir ce que ça allait rendre en live. Non, on savait que c'était une chanson pour le live. Mais tout l'album, vraiment. Tout l'album, en fait. On l'a imaginé, on l'a écrit et surtout on l'a produit en imaginant nous en train de le chanter en live et la réaction du public. Pour Deathless, on avait envie d'écrire un hymne pour nous d'abord, mais aussi pour les gens. Et une chanson qu'on chanterait tous hyper fort. Et c'est ce qui se passe à chaque concert et c'est merveilleux. Il n'y a rien de plus beau, quoi. On est toute une salle qui hurle « We are Deathless ». Ça procure quoi comme émotion quand les gens chantent à ce point-là votre morceau? Ça fait du bien, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde, même pas qu'à nous. Je pense que c'est important que tout le monde se le dise. Moi, ça me donne de l'espoir, en fait. C'est important de le dire et je pense que quand on voit plein de gens qui sont différents, qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés, mais qui sont au même moment, au même endroit, et qui chantent la même chose. Et qui chantent la même chose, c'est quand même beau à voir. Et en fait, je m'en étais jamais rendu compte. Et il y avait Iboro, qui est un ami à nous, et il m'a dit t'es high, en fait. Je dis pas du tout, je me drogue pas, parce qu'il est vrai, je me drogue pas, je suis pas du tout. Mais il m'a dit non, de la scène. J'étais hyperactive, je parlais hyper fort. Hein. Et une fois que ça part, je suis complètement fatiguée, j'ai envie de dormir et tout ça. Mais donc c'est ça l'énergie que ça te procure. C'est tout d'un coup, tu as de l'adrénaline coule à travers tes veines. C'est comme si tu pouvais l'avoir, quoi. Ça circule. J'ai jamais ressenti ça nulle part ailleurs en vérité. C'est un sentiment vraiment unique et magnifique. Ça te fait ça aussi, Naomi? Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein aussi d'artistes qui boivent et qui boivent et qui se droguent parce que justement ils n'ont pas envie de redescendre.
Justement, on parlait de transmission tout à l'heure, ça c'est le truc ultime, quoi. Le live, c'est vraiment votre musique donnée aux gens qui reçoivent et du coup redonnent de l'énergie. C'est un cercle vertueux un peu, non? C'est magnifique. Et d'ailleurs, je pense que les publics, les meilleurs concerts sont des concerts où le public a compris ça. Et c'est-à-dire dans sa présence, dans ce qu'il te donne, il va aller à fond. Et donc du coup, quand tu reçois ça en tant qu'artiste, tu vas donner encore plus. Et en effet, c'est un cercle vicieux. Vicieux merveilleux. Vertueux, merveilleux. Mais oui, c'est un cercle, c'est un échange. Et je pense que c'est pour ça qu'on adore aussi, par exemple, tout le monde parle des États-Unis ou de l'Amérique latine. C'est pour ça que les musiciens adorent aller dans ces pays-là, parce que les gens, ils donnent vraiment. Ils donnent comme si c'était le dernier concert de leur vie. Il y a une fin. Ils ont faim. Et donc tu arrives sur scène et ils exigent que tu donnes plus. Et c'est merveilleux. C'est pas trop fatigant? Si, ça l'est, mais quand on est sur scène, on le sent pas. On le sent après. Après, on est bien fatigué, mais quand on rentre sur scène, voilà, la scène, ça t'enlève tous les mots. C'est fatigant, mais il n'y a rien de plus beau. Pour moi, c'est ça la scène. Parce que si c'est juste pour jouer tes chansons vite fait, sans te fatiguer, c'est... Non, et puis on pourrait, mais c'est pas ce qui nous plaît. En tout cas, c'est parce qu'il nous alimente. Voilà, c'est pas ce qui nous plaît, c'est parce qu'on a envie, nous, on a envie de donner, recevoir vraiment. C'est un vrai échange. Du coup, vous produisez des albums pour pouvoir les jouer sur scène, ou c'est l'inverse? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on en a fait que 2. Alors, pour le premier, c'était surtout l'écrire. Et le deuxième... celui-là, c'est pour jouer quand même. Ouais, c'est surtout le jouer. Mais on adore produire. On adore... Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas jouer ou qui n'aiment pas le studio. Nous, vraiment, on adore vraiment les... Quand on est en studio avec Richard Russell, notre producteur, c'est des moments uniques. Et vraiment des moments de vie où tu te fais un pas en arrière et tu regardes et tu te dis mais quelle chance j'ai, quoi, d'expérimenter ça, la création avec des gens que j'aime, avec des gens qui me comprennent, qui me complètent, qui m'apprennent. J'allais dire, il n'y a rien de plus beau, la scène peut-être. Les deux se complémentent. En fait, je vois pas... J'aimerais pas faire que l'un ou que l'autre. Vous avez l'air de former un bon trio avec Richard Russell, votre coproducteur. Comment ça se passe en studio quand vous produisez justement l'album, notamment H, ce deuxième disque, où pour la première fois, en fait, il y a d'autres artistes qui viennent se joindre à vous pour enregistrer, notamment Kamasi Washington sur Deathless, mais il y a aussi plein de... Il y a Chili Gonzalez sur When Will I Learn, il y a Lamala Rodriguez, il y a Michel Andegoncello. Mais en fait, et c'est pour ça que ça marche si bien, je pense, c'est très naturel. On n'a jamais discuté avec Richard de sa manière de produire, de notre manière de produire, ça s'est tout de suite fait très naturellement, c'est très collaboratif. En famille. On essaye plein de choses, on montre chacun ce qu'on essaie, on montre aux autres ce qu'on a fait, on s'écoute. Mais on ne travaille pas tout seul, c'est-à-dire que Richard ne va pas toucher un morceau si on n'est pas là avec lui. Et on ne touchera pas un morceau s'il n'est pas là. Tout se fait, c'est pas un producteur qui fait son truc et qui dit tu prends ou tu jettes. Puis nous on joue. Bah oui, donc on n'appelle pas d'autres musiciens pour jouer à notre place, donc c'est vraiment une collaboration. Je pense que ça marche parce que c'est la bonne personne. Et on a eu cette chance-là, de trouver le bon producteur aussi vite. Et en fait, ce qui est magique, c'est qu'avec les invités qui sont sur cet album, c'était les bonnes personnes pour les morceaux. Donc il y a eu zéro comment on va faire, tu sais, les moments un peu bizarres où tu sais pas trop comment... C'était très fluide. Et je sais pas, par exemple, Kamasi, on l'a rencontré quand on était en train de tourner. Les promoteurs de festivals, apparemment, avaient vu le lien entre nos musiques bien avant nous, puisqu'ils nous mettaient toujours sur la même scène l'un après l'autre. Et un jour, il nous a demandé de faire quelque chose pour lui, on l'a fait. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur l'album de notre producteur qui s'appelle Everything is Recorded, qui sort bientôt. Et quand on faisait Deathless, quand on produisait Deathless, ça a été évident, il faut commencer. Donc on l'a appelé, on lui a envoyé la chanson et très peu après, il a envoyé ce que tu entends. Et je pense que c'était pareil avec Lamala Rodriguez, c'était merveilleux. On lui a envoyé la chanson le lendemain, elle a renvoyé son rap. En fait, je pense que c'est ça qui est très... Ça s'est fait naturellement, on n'a pas attendu. C'est pas comme si on voulait absolument avoir quelqu'un et que tu lui envoies 50 mails. Et 50 chansons et il doit choisir. Ça a été vraiment la bonne chanson, la bonne personne. Oui, on a envoyé une chanson à chacun, c'était la chanson sur laquelle ils sont maintenant.
Vous avez fait une apparition sur l'album d'Orelsan qui est sorti récemment. Et du coup, comment ça s'est fait le lien avec lui? Aurel, on l'a rencontré, je crois qu'on l'a rencontré. Eh ben, on l'a rencontré quand on lui a demandé il y a quelques années de venir jouer avec nous pour France Inter. On faisait un live chez France Inter. Et on est devenus amis et on s'est croisés sur plein de festivals où on se disait ça serait bien, ou qu'on monte sur la scène l'un de l'autre, tout ça, et ça s'est jamais fait. Et puis un jour, je buvais le thé chez lui, il m'a dit « je suis en train de faire un nouvel album, ça te dit de passer ?» Et puis un autre jour, il nous a dit « ouais, ça te dit de passer, faire des voix ?» On est passé, on a fait les voix et c'était pareil, c'était dans son studio, c'était un super moment. On aime quand les choses sont fluides et simples, quoi. Il y a ce mythe maintenant de la création comme un truc hyper... c'est super dur, c'est la torture et tout ça. Mais créer avec les autres, ce qui est merveilleux, c'est que là où toi, t'as un trou, tu sais pas, hein, quelqu'un t'emporte. Et donc, c'est fluide. Tout le monde apprend, tout le monde enseigne à l'autre. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe de produire une chanson? Ça dépend de comment on commence déjà. Mais nous, on arrive en studio avec la base de la chanson, c'est comme le squelette. Enfin, en général. Ouais, en général. Le squelette de la chanson qui est piano, voix, mélodie, rythme de Naomi. Ça, c'est la base. Rythme au cajon. Ou bata. Il n'y a pas d'électronique. Rythme acoustique, il n'y a pas d'électronique. On va poser d'abord le rythme, la voix, le piano. Et ensuite, on va dire de quoi a besoin cette chanson, qu'est-ce qu'on sent. Et là, on va chercher. On va chercher une basse. On commence. J'aime pas ce son-là. Donc, on cherche d'autres sons. Ça peut durer. Ça, ne serait-ce que chercher un son, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 20 heures. Bon, en général, ça dure pas. Ça dure très peu. Enfin, pour nous, hein, mais... Non, mais pour nous, mais ce que je veux dire, c'est que la recherche du son, c'est probablement ce qui prend le plus de temps. Ouais. Oui. Et ensuite, on va faire une mélodie. Et petit à petit, entre nous, on va se regarder, on va se dire, on est presque là. Richard va peut-être dire, non, vas-y, continue, t'es presque là et tout ça. Et finalement, hop, elle va être parfaite, la mélodie, pour tes oreilles. Enfin, tu vas l'entendre, il va te dire, tes oreilles vont être contentes. Et on va enregistrer cette mélodie. Puis après, on va se dire, il faut des voix. Et ben, tu vas derrière le micro et t'inventes des voix. Et t'en inventes d'autres, et t'en inventes d'autres, et t'en inventes d'autres, et tu les superposes. Ça, c'est pour nous parce que on travaille en général aussi, il faut savoir que quand nous, on fait les voix, on fait les définitives au début. On ne refait pas les voix à la fin de tout l'album. Non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que chaque chanson, on la finit. Et après, on passe à l'autre. Mais donc, voilà, on met des voix et tout ça. Et puis, après, il y a des idées comme ça qui arrivent, on ne sait pas trop d'où. Mais quelqu'un dit tout d'un coup, je pense qu'il faudra un sample. Ou j'ai entendu cette chanson hier quand j'étais au supermarché et il y avait une caisse claire sur le « et » du 2 et je me dis ça serait super bien avec la chanson, ça serait super bien avec la chanson. Donc tu essayes, hop, caisse claire sur le « et » du 2. Ah non, c'est horrible, hop, tu l'enlèves. Ou alors j'adore et tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit, on met plein d'infos, mais plein, on bourre la chanson à craquer. Et après, on enlève. Et on écoute, et on enlève, et on écoute, et on enlève, et on écoute, et on enlève, jusqu'à ce qu'à un moment on enlève et on fasse ah non, on doit remettre. Pour garder vraiment l'essentiel et pas trop mettre. Oui, parce que finalement vos chansons elles sont quand même, elles sont pas hyper produites, il n'y a pas 15 instruments, il n'y a pas plein d'effets, etc. En général c'est quand même assez... minimaliste. J'allais dire viscéral, mais... Merci, c'est gentil. Oui, c'est exactement ce dont on avait envie. C'est de faire quelque chose de viscéral, mais même c'est de mélanger l'organique et l'électronique. On avait envie que les frontières soient un peu floutées, qu'on se dise pas, ah oui, ça c'est... Par exemple, le cajon, qui est donc l'instrument que Naomi joue, ou les bata, qui est super organique, c'est du bois, quoi. C'est sa main contre du bois. On les pitch, on les distord, on essaye de voir quel autre son ils peuvent donner. Et c'est pareil pour des sons électroniques. Une vieille basse électronique ou un vieux synthé, on va louper, on va faire quelque chose où tout d'un coup, on sait plus vraiment. Il faut aussi dire que dans le studio de Richard, on a tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que ça aide. C'est une grande chance, c'est vrai. Et Lisa, tu parlais de mélange et oui, c'est un truc qui revient régulièrement dans les articles sur votre album, etc. De tout ce mélange de un peu tout ce que vous avez pu piocher partout. Et il y a une histoire qui m'a marquée sur l'autotune. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message en vous disant... Pas mal de gens. On a eu, mais c'est parce que les gens ils disent ça quand ils écoutent et puis après ils vont nous voir chanter et puis ils se disent ah ouais non en fait ça. C'était juste avant que l'album sorte, donc il y avait que des singles qui étaient dans la nature et sur les singles il y a 2 chansons où il y a de l'autotune
2 chansons, il y a de l'autotune. Et donc, ils ont commencé à se dire, l'album est rempli d'autotune. Et là, ils ont flippé. Non, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que c'est justement, on joue avec les sons. Et pour nous, c'est comme une disto d'une guitare. C'est un moyen de jouer avec... Avec la sonorité, encore une fois, de flouter cette frontière entre ce qui est l'organique et ce qui est l'électronique. Et aussi, c'est un instrument pour nous. Et aussi, il y a quelque chose de tellement jouissif dans l'autotune. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer aux gens, mais c'est juste... C'est pas du tout ce truc de « oh, on a des moches voix, donc on essaye de couvrir le truc ». C'est pas que ça. Les gens qui utilisent l'autotune, c'est vraiment pour un effet, c'est vraiment pour... C'est jouissif. Mais peut-être qu'il faut le faire, peut-être qu'il faut l'essayer soi-même pour comprendre, je sais pas. C'est addictif. Après, pendant 2 heures, on était là, bonjour, et c'était... Je sais pas, t'as envie de faire tout un album avec... Et surtout, je pense que aujourd'hui, ça fait polémique parce qu'il y a beaucoup d'albums qui ont de l'autotune, mais je pense que dans 50 ans, plus personne n'en parlera. Et justement, si on regarde dans 50 ans, on reviendra sur ces albums en se disant « ah, c'était pas mal ». Ouais. C'est comme le vocodeur à l'ancienne, là, tu sais, avec le piano et t'avais le tube dans la bouche. J'imagine quand ça a commencé, les gens étaient là, oh, c'est horrible, tu déformes ta voix, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, on réécoute ces CD, on les met en vinyle chez soi et on dit, mais c'est pas possible, c'est génial. C'est pareil. Je voulais revenir sur Cuba, parce que je trouve que c'est assez intéressant le rapport que vous avez à Cuba, parce que le premier concert que vous avez fait là-bas, si je ne me trompe pas, c'était pour le défilé Chanel. Et vous disiez que c'était hyper impressionnant pour vous, parce que votre père était cubain, et donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de légende sur lui là-bas, et du coup les filles qui arrivent et qui doivent... Est-ce qu'il y avait un truc à prouver C'est un des meilleurs percussionnistes qui existent. Et du coup c'est vrai que là-bas, nous, on sentait une pression. Alors peut-être la pression, c'est la mettait nous-mêmes. Je pense qu'on se la mettait nous-mêmes. Mais c'est vrai que jouer à Cuba, on n'y va pas en début d'album. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne va pas y aller. On va attendre encore un tout petit peu et on va aller jouer vers la fin de la tournée. Mais c'est différent. Bon, de toute manière, dès que tu joues à la maison, c'est un peu... Oui, mais si on n'a pas ça... Je suis désolée, mais si. Hein. Non, moi. Oui, si, moi je l'aime moins. Mais la dimension en plus, c'est que pour le coup, la musique Yoruba, qui est une musique sacrée, vient de Cuba. Et c'était la première fois qu'on montrait aux gens que, donc oui, on mélangeait ces chants sacrés avec notre musique et on se demandait, par curiosité, même si on savait que, bon, de toute manière, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui nous ait dit quelle honte. Jamais, puisqu'ils sentent, et on a eu beaucoup de gens qui sont venus vérifier, des prêtres qui sont venus à nos concerts, qui nous ont dit on était là pour voir si vous étiez respectueuses, et ils ont toujours dit merci et bon vent, allez-y, volez. Donc oui, on avait encore ce petit truc de se dire bon, comment ils vont réagir. Mais c'était magnifique, je dis toujours c'était un peu rencontre du 3e type, parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait. À Cuba, il y a la musique traditionnelle, il y a la salsa, il y a le reggaeton, c'est hyper compartimenté quand même. Rares sont les artistes qui mélangent. Bah oui, c'était un peu du genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Ah oui, d'accord. Et à la fin, c'était vraiment beau, on était tous ensemble, c'était génial. À Cuba, il y a un moyen de se faire passer des films, de la musique, etc., qui s'appelle El Paquete, que vous avez utilisé pour faire un peu découvrir votre premier album, si je ne me trompe pas. Donc faut peut-être... Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est El Paquete, parce que je suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Il n'y a pas Internet. Il faut expliquer. Il n'y a pas Internet. Oui, il n'y a pas Internet facile. Il y a dans les parcs, mais donc du coup, il faut aller se connecter. Il faut payer l'heure, $1, l'heure de connexion. Donc du coup, pour pouvoir avoir des films, de la musique, tout ce qui se passe dans le monde qui ne peut pas rentrer à Cuba. Et même à Cuba dans l'île. En fait. C'est le paqueté, donc du coup tu vas dans un cybercafé et puis tu prends ta clé USB et puis tu mets tout ce qu'il y a dans le paqueté dans ta clé USB. Et en fait le paqueté, c'est qu'il y a quelques gars dans l'île qui créent ça, donc en fait c'est comme une espèce de grosse clé USB, gros serveur avec tout ce qu'on leur amène, toutes les séries qu'ils ont... toutes les séries qu'ils ont téléchargées d'internet, donc ça leur a pris des heures parce que faut aller au parc et tout truc, bref voilà tout ça. Et donc c'est comme ça en fait que ça bouge dans l'île, c'est comme ça que les gens font leur promotion dans l'île, c'est comme ça qu'on te connaît. Mais de toute façon en général, même si c'est pas le paquet, en général à Cuba tout se passe par des clés USB.
Et donc vous avez utilisé ça pour votre... Et on l'utilise encore. C'est ça ? Ouais, pour les deux, là, on l'utilise encore. On l'a utilisé là pour quelques clips et puis on va mettre tout l'album après, tout l'album et des vidéos et des choses. Parce que c'est comme ça, que les Cubains ont accès à notre musique. Vous avez eu des retours du coup quand vous êtes à Cuba, parce que c'est, comme vous dites, c'est la maison, vous avez plein d'amis là-bas. Non, les gens nous connaissent, ouais. Pas tout le monde. Non, mais ce qui est drôle, c'est que quand même, on a vu la différence entre IBI qui fait son premier concert et puis IBI qui est dans le paqueté. D'un coup, ils te reconnaissent. Et je pense qu'aussi, ce qui a vachement aidé, c'est qu'on a gagné l'équivalent des VMAs, des Video Music Awards cubains pour River. Et donc, on en a gagné 2. Et du coup, là, ça, c'est à la télé, c'est une grosse émission, c'est vachement important pour eux. Donc, les gens ont commencé à nous connaître grâce à ça aussi. Parfait que tu parles de River, qui a été donc réalisé par Ed Morris. Plus ça va, plus je lis des choses sur vous, etc. Plus je me rends compte que vraiment l'image, c'est quelque chose de très important pour vous. Essentiel. Et donc Ed Morris a réalisé River, Ghosts, Mama Says et Deathless. Et vous avez collaboré avec JR pour la cover de votre album. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de faire s'emmêler les arts. Vous aviez collaboré aussi avec JR sur une expo photo où vous veniez chanter, c'est ça ? Ah oui, mais ça c'était non, plus... ça c'était... En fait, c'est quand on l'a rencontré. JR, en fait, on l'a rencontré grâce à Instagram. On faisait quelque chose sur un toit. On jouait sur un toit et Gérard adore les toits, adore être en hauteur, bref. Et donc il avait dit quel est ce toit, je le connais pas, il connaît tous les toits de Paris. Hein. Il a dit quel est ce toit, je le connais pas. Et donc ça a commencé comme ça, puis on s'est rencontrés, puis c'est devenu une relation forte entre nous trois et du coup maintenant c'est un très très bon ami. Il nous avait dit écoutez, je fais mon exposition chez Perrotin, comment ça s'appelle, à la galerie Perrotin. Et il y a Yacine, donc Mosdef, qui est là. Est-ce que vous voulez venir faire un truc avec lui? On avait dit OK. Et on l'a fait, c'était super. Mais c'était pas... voilà, là, c'est la première fois vraiment. Oui, ça, c'était plutôt spontané. Mais ce que tu dis sur le mélange des arts, ça, c'est sûr. Et pendant très longtemps, ça m'a énormément angoissée. Tout ce qui est l'image, parce que je me disais... oui, image, ils vont vouloir me mettre dans une petite case, je vais devoir être... Il y a des fois où tu dis que tu avais peur que les gens vous réduisent juste à 2 jolies jeunes filles. Mais moi, le premier clip, j'ai été hyper claire, j'ai dit, on n'apparaît pas dans le clip. Parce que je savais que tu mets un clip, le premier clip que tu sors, je voulais que les gens se concentrent sur la musique. Et c'est tellement facile de dire, ah, 2 jumelles, elles sont mignonnes, regardez ses yeux. J'avais pas envie, en fait. J'avais envie que les gens vraiment se concentrent sur la musique. Et dans le deuxième, on m'a dit, bon là, ça serait... Ma maison de disque tellement mignonne. Ça serait sympa si on vous voit un petit peu. Après, choisissez ce que vous voulez. Et là, j'ai dit, d'accord, on va nous voir. S'ils veulent nous voir, on va nous voir. En gros plan, et on va nous voir. Mais il faut trouver une manière twistée de le faire. Aller sur le chemin facile, ça serait rentrer dans une case, dans la case dans laquelle tout le monde veut te mettre, qui est... les 2 jumelles bien habillées, jolies, bien maquillées, black, noir, donc avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire limite, va faire un clip en Afrique avec des tambours et des gens qui dansent. Mais par contre, toi, t'es super bien habillée, t'es fashion et tu marches, tu vois. Moi, j'ai rien. Non, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai rien contre ces clips-là, mais vraiment rien contre ces clips-là, mais c'est pas nous. Et donc je me suis dit, il faudrait qu'on trouve une manière qui est notre manière de nous représenter. Et c'est là ce qui est difficile, parce que du coup, il faut se poser la question. Non, mais j'ai aussi dit, moi j'ai aussi toujours dit à Lisa, si un jour je veux me mettre en mini-short ou à quasi à poil dans un clip, je le ferai. Mais genre, ça me pas l'envie encore. Peut-être que je la ressentirai jamais. C'est peut-être que j'arrête parce que je suis un peu tarée. Non, mais c'est un peu ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se poser la question. C'est pas juste, ah oui, je vais mettre ce que la styliste m'a dit de mettre parce que c'est vendeur, ou parce que c'est ce qu'elle m'a dit de mettre, parce que c'est ce que ma maison de disques m'a dit de mettre, ou je vais me teindre en blonde, ou je vais faire un clip en marchant dans la rue et tu choisis. En fait, et finalement, tu choisis pas ton clip. En fait, pour moi, le plus important, c'est de contrôler ça, de contrôler son image, de savoir comment on veut se représenter, comment on veut que les gens te voient, et de savoir qui tu es. Et si tu fais ça,
non seulement c'est beaucoup plus intéressant pour toi, c'est beaucoup plus artistique pour toi, mais en plus ça ouvre la porte pour toutes les autres nanas à faire la même chose. Et donc du coup, c'est ce que je disais, on est toutes différentes. C'est faux qu'on est toutes pareilles, on est toutes différentes. Et donc c'est intéressant de se représenter différemment. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux, c'est très gentil d'être venues. Et j'espère que les lectrices de Mademoiselle iront écouter votre musique si elles ne la connaissent pas encore, parce que c'est formidable. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.